commencerai à partir du lycée, qui était l'époque où un certain nombre de mes professeurs me voyaient ou me prédisaient une carrière politique, qui n'a donc pas eu lieu puisque j'ai fait une formation en histoire contemporaine, ce qui n'empêche pas parfois une carrière politique, et puis avec une spécialisation en histoire de la médecine. Je n'ai pas complètement démenti mes professeurs de lycée puisque j'ai travaillé pendant un certain temps comme assistant parlementaire et ensuite comme chef de cabinet auprès de poules de sénateurs venant des Bouches-du-Rhône. Et, et puis progressivement, je n'avais pas trop cela, disons, comme objectif premier. Et j'ai bénéficié d'un dispositif pour des fonctionnaires de catégorie A, ce que j'étais, pour entrer au CNRS. Un dispositif qui n'existe, je crois, plus, puisque c'était un dispositif de promotion sociale interne, qui est, je pense, quelque chose qui a un petit peu disparu. Et donc, j'ai eu un contrat de 3 ans, qui m'a, je dirais, dont j'ai largement bénéficié, en faisant donc une spécialisation plus poussée sur l'histoire des sciences, l'histoire de la médecine. Et c'est là où la question d'une histoire des savoirs psychiatriques a pris le dessus sur ce que j'avais fait en thèse, qui était plutôt une histoire des idées, autour de l'idée de dégénérescence mentale. Je travaillais néanmoins déjà sur des sources essentiellement médicales, et par conséquent, il y a eu une sorte de prolongement presque, je dirais, naturel. Et à la fin de ce contrat, j'ai été élu sur un poste d'histoire de la psychiatrie en faculté de médecine, à la faculté de médecine de Paris-Descartes. J'étais un des très très rares historiens avec ce titre d'historien dans une faculté de médecine en France. Dans le collège des sciences sociales en santé, il y avait des anthropologues, des sociologues, des philosophes, et on était deux historiens, en l'occurrence une historienne et moi-même. Ça a été une expérience tout à fait, je dirais, inattendue, que je n'avais pas particulièrement prévue, extrêmement riche, très dense, parce qu'il a fallu, je dirais, beaucoup s'acclimater, découvrir des méthodes d'enseignement, découvrir aussi les manières de travailler des étudiants en médecine, des internes. Mais il y avait une grande attente et une grande curiosité, donc c'était tout à fait bénéfique. Et puis l'ambiance, l'organisation du département à laquelle j'étais a connu un tour nouveau lors d'une rentrée, c'est-à-dire un clash institutionnel comme l'université sait parfois en produire. Et donc j'ai commencé à, je dirais, recevoir un certain nombre des embruns de la colère ambiante. Ça n'a cessé de s'aggraver, et lorsque j'ai appris qu'il y avait un poste à Paris 8, j'ai décidé de me présenter à ce poste. Ça faisait déjà un certain nombre d'années que j'étais à Paris 5, et donc j'ai été élu à Paris 8 dans un département de sciences de l'éducation où j'ai véritablement, je dirais, mis le pied dans le domaine de l'enfance, puisque le poste s'intitule Histoire de la psychiatrie de l'enfant et de l'éducation spéciale. Donc là, on était, si je puis dire, dans le cœur du sujet. Au niveau de mes sujets de recherche, je dirais, pour ne pas entrer trop dans le détail, que ce sont les savoirs psychiatriques, avec aussi la psychologie ou la psychanalyse. Ça dépend beaucoup souvent des trajectoires des médecins des psychiatres sur lesquels
j'ai travaillé, avec, je dirais, trois axes. Un premier qui est sur une connaissance du travail du psychiatre, qu'il soit un psychiatre d'adulte, ça c'est dans les premières années, et désormais beaucoup plus sur un psychiatre d'enfant. C'est aussi comprendre le raisonnement psychiatrique, comprendre ce que c'est que ce savoir, pour des gens de sciences sociales qui ne sont pas nécessairement toujours très, très familiers. Et puis ensuite, je dirais, deux thématiques pour un petit peu tester l'apport de l'historien dans cette production à la fois médicale, mais qui est souvent aussi autre chose que médicale. Donc la question de l'autisme, et puis la question de l'identité de genre, que je travaille à partir d'un psychiatre et psychanalyste américain qui s'appelle Robert Soler. Alors je me suis posé la question, d'abord parce que quand on a travaillé comme moi en histoire des idées, on s'est beaucoup interrogé, parce qu'un certain nombre d'auteurs l'avaient fait auparavant, sur qu'est-ce que c'est qu'une influence, qu'est-ce que c'est qu'une réception d'un auteur ou d'une idée, et quel type de circulation. Donc je ne peux pas répondre en étant aussi précis, mais disons que je vais partir sur des auteurs qui, d'après moi, m'ont influencé de façon peut-être silencieuse, un peu à mon insu, c'est-à-dire pendant un certain nombre d'années, ou en tout cas ceux dont je me souviens aujourd'hui. Alors, de façon très classique, peut-être, je dirais que mon jury de thèse a été constitué par des personnes qui m'ont, je dirais, influencé, que j'ai pris goût à lire leurs propres travaux, et non pas uniquement à essayer de suivre les recommandations qu'ils pouvaient me faire. Donc j'en citerai trois. Le premier, qui est peut-être le plus marginal, qui est un historien des sciences, parce qu'il m'a beaucoup ouvert à l'histoire des sciences, qui est Giuliano Pancaldi, qui est un professeur italien spécialiste du darwinisme, qui était un contexte très fort dans le sujet de ma thèse, où ça a été effectivement assez lointain. Et puis, dans les influences qui restent encore aujourd'hui très prégnantes, il y a Michel Perrault, qui était ma directrice de thèse. Alors bien sûr, la longévité de Michel Perrault permet de pouvoir en parler toujours au présent, et de pouvoir aussi, je dirais, véritablement m'apercevoir de l'influence au-delà de la chaleur humaine, de l'amitié, etc. Alain Corbin, je dirais, pour toute cette capacité de curiosité, et peut-être aussi, plus encore, pour montrer que quasiment tout, finalement, peut être historicisable. Et ça, c'est, je crois, quelque chose de très important quand on est en formation en doctorat. Ensuite, sur, je dirais, plus peut-être un apport peut-être plus intellectuel que psychologique et intellectuel, il y a Michel Foucault, en partie parce que, travaillant sur la psychiatrie, ayant commencé après sa mort, à un moment donné où il n'y avait plus beaucoup d'historiens qui travaillaient sur la psychiatrie, c'était quelque chose, d'une certaine manière, j'avais presque le sentiment qu'on m'obligeait à avoir une position sur Foucault, donc je l'ai lu, sans jamais vouloir d'ailleurs être anti ou pro-Foucault, mais plutôt en essayant de l'utiliser comme lui-même disait qu'il fallait utiliser un auteur. Et puis, je crois que c'est une rencontre qui a commencé sans doute oui, au début ou à la fin de l'adolescence plutôt. C'est Freud, qui reste pour moi un personnage tout à fait important. Je vois aujourd'hui les gens qui ne l'ont jamais lu et ceux qui ont pu le lire. Je crois que ça, c'est important. Il y a également, je dirais un peu des chemins de traverse, en quelque sorte, Simone de Beauvoir,
en partie parce que ça c'est quelque chose lié à ma famille personnelle. J'ai vu ma grand-mère lire Simone de Beauvoir et se transformer progressivement. C'est elle-même qui d'ailleurs le disait, qu'elle avait été une femme soumise et que désormais elle aspirait à être une femme tout court, pour la citer. Et donc je me suis dit, une autrice qui a autant d'impact, voilà, c'était presque pour comprendre l'impact des livres sur les individus. Je dirais aussi des sociétés savantes auxquelles j'ai participé, comme par exemple la Société française pour l'histoire des sciences humaines, où il y avait par exemple Antoine Savoie, c'était aussi, je pense, des formations qui allaient au-delà de la lecture que l'on peut faire individuelle. Et puis pour finir, je dirais aussi la littérature. Ça m'aide beaucoup. Il y a un plaisir personnel. Je ne choisis pas nécessairement des auteurs avec des buts bien précis, mais c'est quand même, je crois, au final, comme je fais une comptabilité des livres, enfin des romans que je lis, je suis assez au courant, mais je pense ils résistent assez par rapport à la concurrence des livres de sciences humaines et sociales. En fait, Sébastien Paunoux est un de mes collègues de mon département de sciences de l'éducation à l'Université Paris 8. Et peu de temps après son recrutement, il m'a proposé de collaborer à ce livre collectif. Et la majorité de mes travaux sont des commandes. Donc on était tout à fait dans un cadre que je connaissais. La demande me paraissait à la fois sérieuse, sympathique, sans coup bas particulier, et donc j'étais très tenté de dire oui. J'étais aussi très tenté de dire oui parce que ça faisait très longtemps que je voulais écrire quelque chose sur l'autisme. Un de mes collègues, Mathias Gardet, s'il était là, pourrait en témoigner, puisque plusieurs fois il m'a dit « mais écris !» plutôt que de... Enfin, c'est très bien que tu m'en parles, mais ça serait bien aussi que tu l'écrives. Mais je n'arrivais pas à trouver une sorte de manière de faire. Et donc là, j'ai eu cette opportunité. Et donc, je l'ai saisie. Je l'ai saisie tout en comprenant que j'allais faire quelque chose que je n'avais quasiment jamais fait auparavant, c'est-à-dire m'inscrire dans une équipe qui allait défendre des thèses, m'inscrire dans une équipe qui allait défendre ce qu'ils appellent une pratique, que j'ai plutôt tendance à appeler un savoir, voire même une discipline, qui est la psychanalyse. Je n'ai pas pour habitude de prendre position ou de prendre parti en faveur de telle psychiatrie ou de tel psychanalyste, et donc je voyais bien que ça allait être nouveau. Donc entre cette petite nouveauté, qui n'était pas non plus quelque chose d'absolument terrible, et puis de devoir renoncer, j'ai donc accepté. J'ai aussi, je dirais, accepté, car il est assez rare, finalement, que l'on demande à un historien de faire un travail d'histoire sur le sujet, notamment ici sur un sujet clinique, puisque le livre ou veut avoir en tout cas une orientation clinique tout à fait forte, et donc échapper aussi, le temps d'une partie du livre, modeste, d'échapper au présentisme de ce type d'études qui est très caractéristique à la fois en psychologie et en médecine. Je ne le dis pas ici comme une critique, mais tout simplement c'est un constat, c'est ce que l'on demande à ces universitaires, à ces chercheurs, à ces praticiens, et c'est donc ce qu'ils font. Donc j'ai un peu négocié, j'ai négocié quelque chose qui est très classique, enfin, ce que j'ai négocié, le résultat était très classique, c'est-à-dire d'être le premier, d'être la première rencontre, après l'introduction malgré tout, mais d'être la première rencontre pour
pour le lecteur. Ça, c'est, je dirais, l'aspect le plus micro. L'aspect, maintenant, le contexte plus général, plus intellectuel, en quelque sorte, c'est que la littérature sur l'autisme est immense, démesurée, tout à fait impressionnante. Je pense que lorsque l'on se penchera sur ce phénomène dans je ne sais combien de décennies, ce sera tout à fait surprenant. Mais il y a très peu de livres d'histoire. Or, de mon point de vue, l'autisme est un objet quasiment idéal, je dirais, pour les historiens, parce qu'il s'approche dans sa dimension politique, donc on peut faire parfaitement une histoire politique de l'autisme sans avoir jamais rencontré un psychiatre. On peut faire une histoire sociale, puisque beaucoup d'enfants qui sont touchés par l'autisme sont aussi touchés par d'autres aspects qui peuvent être la précarité, la non-accessibilité à l'école. C'est aussi une histoire des idées. Et puis je dirais que c'est aussi une histoire de l'histoire, parce que les acteurs, cliniciens, chercheurs, théoriciens du fonctionnement mental, puisque tous ces gens se retrouvent autour du terme d'autisme, eh bien font de l'histoire sans s'en apercevoir. Et c'est une histoire qui, à mon sens, est souvent très mauvaise, au sens où elle corrompt les faits, elle invente ou fabrique. C'est une véritable machine à fabrication de pionniers, qui parfois d'ailleurs résistent relativement au temps, comme Kanner par exemple, et parfois qui vont peut-être passer, sinon à la trappe, en tout cas dans une des prisons de l'histoire. Je pense par exemple à M. Asperger, puisque on a enfin pensé qu'un psychiatre dans l'Autriche nazie pouvait avoir des propos relativement éloignés des valeurs qui sont les nôtres aujourd'hui. La belle trouvaille. Il y a trop d'idées que j'ai voulu faire passer dans le texte, parce que, bien évidemment, le sujet tel que je l'avais pensé pouvait être beaucoup plus long que ce qu'il a été. Il a d'ailleurs été coupé, même si au départ, mon collègue m'avait dit « il n'y a pas de limite mais il y en avait quand même une, bien sûr, et c'est tout à fait normal. La première idée, c'est très classique pour un historien, mais ça l'est pas beaucoup pour d'autres, c'est que l'autisme est évidemment un objet historicisable, et que le passé de l'autisme nous renseigne beaucoup sur ce qui se passe aujourd'hui. Alors que les acteurs contemporains, quelle que soit d'ailleurs leur obédience, c'est pour ça que je n'ai pas un autisme à défendre plutôt qu'un autre, ou en tout cas une théorie sur l'autisme à défendre plutôt qu'une autre, c'est que pour beaucoup de ces personnes, l'histoire de l'autisme est une histoire dépassée. Ou une histoire sanctionnée, comme aurait dit Gaston Bachelard, alors que pour moi, ça n'est pas le cas, de manière générale, mais ça l'est encore moins, je dirais, pour le sujet de l'autisme. Alors pourquoi ça n'est pas une histoire dépassée? Tout d'abord parce que ce que l'on appelle le progrès en médecine, hein, qui est une idée qui reste toujours très forte, ici n'est pas aussi évident. Contrairement à ce qui peut se lire dans une certaine vulgate, contrairement à ce qui se lit sur tout un ensemble de sites internet, puisque c'est un sujet à la mode, donc il est extrêmement balayé sur internet, et il est donc d'ailleurs très difficile de faire travailler les étudiants sur autre chose que cette première matière, hein. C'est très difficile de les faire aller vers des auteurs qui ont travaillé sur l'autisme, mais qui sont désormais considérés comme trop anciens, alors que ça n'a que 50 ans. Par conséquent, c'était, je dirais, important de faire comprendre qu'un certain nombre des questions que se sont posées
un certain nombre de ces acteurs dans les années, disons, d'après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, ne devaient pas être oubliés parce que les questions d'aujourd'hui étaient parfois très proches. Le rapport à la vérité est un rapport très instable, et donc cela crée de nouvelles temporalités. Ce récit linéaire qui est très typique, je dirais, de l'écriture des cliniciens, est un récit, à mon sens, qui fait pchit, parce que, d'abord, je n'y crois pas beaucoup, là, ici, je suis très foucaldien, mais surtout, peut-être plus que lui, d'ailleurs, mais surtout, c'est un contre-exemple. Je ne dis pas que tous les exemples sont autant des contre-exemples, mais ici, ça me paraît tout à fait important à souligner. C'est pourquoi, de mon point de vue, il y a un certain nombre d'auteurs, comme Kanner, Léo Kanner, ce psychiatre né en Autriche qui a émigré aux États-Unis, et avec à mon sens, très grand texte de 1943, eh bien, quand on lit le texte de Kanner, c'est un exercice que j'ai d'ailleurs fait avec des étudiants qui ne sont pas des étudiants d'histoire, personne n'est capable de comprendre que c'est un texte de 1943. Et je crois que si je donnais ce texte à des historiens qui ne sont pas spécialistes de l'autisme ou de la psychiatrie de l'enfant, eh bien, je ne suis pas sûr qu'ils seraient capables de bien identifier la période. Et ça, je pense que c'est quelque chose que l'on doit méditer. Donc, c'est pourquoi j'ai essayé de faire un texte qui soit très factuel. Les faits autour de l'autisme sont extrêmement importants. C'est une histoire internationale. Il faut faire des choix, et des choix qui parfois sont assez audacieux, parce que il faut essayer de ne pas se tromper. Ça n'est pas toujours très facile. Et puis je voulais aussi, je dirais, pour finir, je voulais aussi montrer que les historiens peuvent participer à ce débat sans entrer dans les catégories de ce débat. C'est-à-dire, je pense en filigrane dans mon texte, cette opposition par laquelle on raconte l'histoire de l'autisme, une opposition entre la psychanalyse et puis une opposition par rapport à les neurosciences, ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il y a bien des divergences, il y a bien des oppositions, mais il faut ne jamais avoir lu un livre d'histoire de la médecine ou un livre d'histoire des sciences pour croire que c'est une histoire sans divergence. Georges Canguilhem disait que la vérité, c'est une succession d'erreurs médicales, eh bien, dans l'autisme, je crois que nous n'en sommes peut-être pas encore à la vérité. Ce que je sais, c'est que la vérité d'hier ne fait plus autant sens, mais quand on regarde la manière dont on décrit l'autisme aujourd'hui, et quand on regarde ce que mettait en avant Kanner, on se dit que en 80 ans, il y a eu beaucoup de bavardage, et il y a beaucoup de choses qui pourraient être, pour le coup, dépassées. J'ai eu le sentiment que cette question s'adressait, ou était en tout cas pour un homme politique. Donc, comme je n'ai pas, comme je l'ai dit en introduction, finalement embrassé une carrière politique, les réponses ne me sont pas évidentes. D'autant que j'appartiens à une catégorie professionnelle qui, bien qu'elle peut se lamenter très souvent, a un pouvoir de la parole, a un rôle d'influence, au moins traditionnel, beaucoup plus important que beaucoup d'autres catégories professionnelles. Alors bien sûr, les influenceurs, les influenceuses sont en train sans doute de renverser tout cela, donc les universitaires vont peut-être apprendre à ne travailler, ou en tout cas à s'influencer eux-mêmes, mais je pense que ça sera peut-être plus difficile que d'influencer des catégories extérieures.
le fait d'avoir très souvent répondu à des commandes m'a permis d'éviter une question que j'ai très souvent entendue, d'abord dans ma famille, puis ensuite dans l'espace public, y compris d'ailleurs à l'université, c'est à quoi tu sers, quel est ce métier, pourquoi tu le fais, à quoi ça sert ces textes que vous écrivez, etc. etc. J'ai cultivé, je dirais comme moyen un peu de défense, j'ai cultivé une certaine statut de minorité, c'est-à-dire que si les idées que nous développons n'ont pas de portée, je n'en conclus pas qu'elles ne sont pas utiles ou qu'elles sont mauvaises. Ce qui m'importe dans ces cas-là, c'est de savoir si le travail tel que je l'ai fait a été fait, je dirais, sérieusement. Est-ce que je suis dans un rapport de bonne conscience avec ce type de... les travaux qui ont été faits. Je crois que pour que ce que nous faisons puisse avoir, je dirais, une écoute, ou puisse être entendu, il faut qu'il soit adapté à un public. Le problème, c'est que le public n'est pas homogène, et donc il faut savoir s'adapter à différents types de publics, et qu'on n'est pas nécessairement obligé de le faire, dans la mesure où notre premier public, c'est des étudiants de différents niveaux, et là aussi de différentes attentes. Et je dirais pour finir sur un plan plus peut-être plus politique, je crois qu'il faudrait, parce que ça n'est pas uniquement, je dirais, au niveau des institutions politiques, ça n'est pas au niveau de la vie politique que cela doit prendre forme, mais je suis frappé de ce que la divergence d'opinion, la divergence de point de vue est devenue très difficile, alors même que je suis dans un département qui se prétend ou qui se veut interdisciplinaire, puisque certaines personnes définissent les sciences de l'éducation comme la science de l'interdisciplinarité, mais pour être dans un rapport d'interdisciplinarité, pour moi c'est un rapport moral entre les disciplines, c'est-à-dire qu'il faut les mettre à égalité de principe et dans un système de réciprocité. Et ce système de réciprocité, il passe par, je dirais, l'idée que nous sommes à égalité, au-delà des statuts, des trajectoires. Et pour l'avoir un petit peu enseigné quand j'étais en faculté de médecine, je pense que l'éthique de la discussion, comme telle qu'elle était présentée et définie par le philosophe allemand qui vient de décéder, Jürgen Habermas, eh bien, nous devrions nous en inspirer comme on s'en inspire dans un certain nombre d'hôpitaux, dans un certain nombre d'espaces, où on a l'habitude, c'est ce que fait le Comité national d'éthique, mais on a aussi l'habitude à des niveaux, je dirais, plus prosaïques, enfin moins prestigieux, eh bien, de rassembler des gens qui ont des valeurs différentes et qui pourtant arrivent à produire quelque chose en commun. Ils ne se marient pas à la fin, ce n'est pas l'objectif, mais ils arrivent à fabriquer un peu de commun, et je crois que j'aimerais que cette production du commun soit plus diffusée.